Près de 1,1 million d'unités vendues pour le constructeur français Peugeot dans le monde en 2024. C'est un tout petit peu moins qu'en 2023, 2,4% en moins en volume de vente. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans leur stratégie d'électrification, ils ont augmenté leur mix de vente de voitures électriques de près de 8%. Ça représente maintenant les voitures électriques dans le total de leurs ventes, pas moins de 35%. Alors ça, c'est dû bien sûr au succès énorme de la citadine Peugeot i208, qui trône toujours sur les premières marches du podium, vous le savez. Mais dès qu'on commence à penser à voiture familiale, forcément, on ne se tourne pas vers la Peugeot i208, mais plus vers le 3008 ou encore le nouveau Peugeot 5008 que je vous présente dans cette vidéo en version 100% électrique. Le premier opus du 5008, c'était un monospace. Le deuxième s'était transformé en SUV. Et là, pour ce nouvel opus, on garde l'architecture SUV, mais il s'électrifie pour la première fois à 100%. Et c'est cette version i5008 que je vous présente dans cette vidéo. SUV 100% électrique, 7 places, il n'y en a vraiment pas beaucoup sur le marché. Est-ce que c'est pertinent pour les familles? Est-ce que surtout c'est pertinent pour les familles nombreuses? Est-ce que ça va correspondre à leurs attentes, à leurs besoins quand il s'agit de partir en vacances, faire de longs trajets avec tous ces enfants? Je vais répondre à toutes ces questions en fin de vidéo en le comparant à tous ses concurrents. Et bien sûr, pour répondre à toutes ces questions, vous le savez, je vais vous détailler toutes ses caractéristiques extérieures, son habitacle, ses technologies embarquées. J'irai faire un tour sur la route pour vous donner mon avis sur son comportement routier et je conclurai la vidéo avec ses qualités et aussi ses défauts. Sur YouTube, abonnez-vous les amis, c'est super important et surtout activez cette fameuse cloche de notification et mettez un pouce bleu. Les pouces bleus, ça nous aide énormément à être mis en avant pour le référencement de nos vidéos YouTube afin que vous puissiez les trouver plus facilement quand vous êtes dans l'onglet de recherche. Abonnez-vous aussi à mes comptes Instagram et TikTok, Le Vendeur Automobile, je diffuse que du contenu exclusif. Vous êtes prêts? C'est parti. Avant de commencer à vous détailler ce nouveau Peugeot i5008 100% électrique et 7 places, bien sûr quand on est en voiture électrique, pour ceux qui ont déjà essayé de faire de longs trajets avec, il y a une problématique qui est assez forte, qui peut être très embêtante et qui peut vous faire perdre beaucoup de temps, c'est le fait de recharger à des bornes de recharge sur lesquelles vous n'avez pas les bonnes cartes d'accès. Vous allez être obligé de payer avec votre carte bancaire, vous ne pourrez pas récupérer vos reçus, vos justificatifs, ou sinon vous allez devoir télécharger une application pour pouvoir recharger votre voiture 100% électrique. Il y a un pass magique, c'est le pass Ulysse électrique qui est utilisable en France sans engagement, 19,90 €. Ça vous le payez une seule fois, ce n'est pas le montant de l'abonnement. Et une fois que vous avez payé ce montant, vous utilisez cette carte Ulysse à votre guise et vous paierez juste les consommations que vous faites pour recharger les batteries de votre voiture 100% électrique. Ce qui est super pratique, c'est qu'avec l'application Ulysse, vous pourrez récupérer toutes vos factures directement et s'il y a un problème avec la borne de recharge, c'est Ulysse qui se charge de contacter l'opérateur directement. Ce ne sera pas à vous de le faire. Vous pourrez même localiser les bornes de recharge sur votre trajet et je vous montre comment ça marche. Vous allez voir, ça prend quelques secondes. Vous avez juste à ouvrir votre trappe de recharge, vous avez à badger de cette manière et ensuite vous prenez le connecteur pour vous connecter. Ça se fait en, on va dire, une vingtaine de secondes. Et là, c'est bon, on est connecté. Et comme ça, vous gagnerez du temps sur toutes les bornes de recharge. C'est une vraie problématique. Que vous fassiez des longs trajets ou même dans l'utilisation quotidienne, vous arrivez dans un parking, vous n'avez pas la bonne carte, on vous demande votre carte bancaire, vous ne pouvez pas sortir le justificatif, c'est pas pratique du tout. C'est le genre de passe qui vous fait gagner beaucoup de temps. Je vous ai mis en description de la vidéo le lien pour commander votre pass Ulysse. Si vous avez une voiture 100% électrique, et vous me le dites souvent en commentaire de ma vidéo, vous savez très bien que le pass Ulysse électrique, ça fonctionne super bien. Et maintenant, on va passer à la présentation détaillée de ce nouveau 5008. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Déjà, on a ce capot qui est assez musclé sur les parties latérales avec des galbes qui sont assez prononcées. Et en son extrémité, ce large bandeau noir assez fin avec le monogramme 5008 qui est en gris météore. Du gris météore, on en retrouve aussi dans la partie inférieure de la large entrée d'air qui est tout en bas du bouclier. Ensuite, on a ces projecteurs à 2 niveaux avec la partie supérieure qui comprend les pixels LED qui sont assez fins. Le regard s'est affiné par rapport à l'ancienne génération. Et puis juste en dessous, sur la partie inférieure, on a ces 3 griffes à LED qui accentuent ce regard agressif à l'avant du véhicule. En son centre, une très large calandre avec des formes ciselées et ces losanges qui reprennent la couleur carrosserie,
elle est sans délimitation. C'est assez inédit hein, comme type de calandre à l'avant d'un véhicule. Et puis bien sûr le nouveau logo Peugeot. On a ces entrées d'air latérales qui sont factices, avec des inserts décoratifs en noir brillant. On a la jupe de bas de bouclier en noir brillant. Il est esthétiquement sur cette partie avant assez réussi. Moi je le préfère à l'ancienne génération. J'aimais vraiment pas la toute première génération du 5008, bien qu'il y ait eu un succès élevé et significatif. Hein. Pareil pour la deuxième génération. Et c'est vrai que sur cette troisième génération, ils se sont clairement inspirés du Peugeot 3008. On voit que Peugeot a fait des efforts pour aller draguer une nouvelle clientèle, des gens qui jusqu'à maintenant ne pensaient pas forcément à Peugeot pour acheter un véhicule à 7 places. Il y a de l'audace, il y a du design, il y a de la sportivité, il y a de l'agressivité, il y a de la bestialité dans son dessin qui, à mon avis, va plaire à pas mal de monde. Jantes de 20 pouces sur notre modèle, diamantées, bicolores. Elles font 19 pouces de série, avec des arches de roue et jupes latérales qui sont en noir brillant, tout comme d'ailleurs les coques de rétroviseurs. Les rétroviseurs, ils sont dégivrants, réglables et rabattables électriquement, avec le répétiteur de clignotant et la caméra pour le système de caméra à 360 degrés. Il y a 6 teintes de carrosserie disponibles, dont ce bleu Ingaro, qui lui va assez bien, surtout avec les contrastes de noir sur le véhicule. On retrouve aussi du noir brillant sur l'encerclement des fenêtres, sur les montants B et C du véhicule. Et on retrouve du noir brillant aussi sur les rails de toit, tout comme aussi sur le montant A en fait, du véhicule, même si on a ce gris météore qui en fait s'insère entre le haut des fenêtres et la partie supérieure du toit du véhicule. Les vitres arrière sont surteintées, tout comme les larges vitres de custode et la lunette arrière. On a des poignées de porte qui ne sont pas affleurantes mais qui sont en couleur carrosserie, avec une ceinture de caisse qu'ils ont volontairement positionnée très haut. Et ça lui confère un look assez musclé et bestial au niveau de ses épaules. Et je trouve qu'ils ont bien fait de faire ça. Empattement 2,90 m et on retrouve le nouveau logo Peugeot juste ici. La partie latérale est assez réussie, car il est vrai que souvent on considère ces voitures comme des cubes assez inesthétiques. Et là, entre le capot avant qui est assez plat, la calandre qui est verticale et puis l'arrière qui est assez bien réussi avec beaucoup de lignes qui sont assez ciselées, et je trouve que la partie latérale est particulièrement bien réussie sur cette voiture. Trappe du côté gauche, on a une batterie NMC de 73 kWh de capacité et vous pouvez sur la version grande autonomie avoir une batterie de 96,9 kWh de capacité qui vous permettra d'atteindre jusqu'à 668 km d'autonomie en cycle mixte. Donc là on est sur une 73 kWh dans celle que j'essaie aujourd'hui. Vous avez une puissance de recharge de 160 kW, donc en gros en 10 minutes vous récupérez environ une centaine de kilomètres. C'est plutôt pas mal. Et si vous rechargez sur une borne de recharge type Ionity à haute performance, pour passer de 20 à 80% de charge de la batterie, il vous faudra environ une trentaine de minutes. Ce qui est aussi à savoir, c'est que sur la version que j'essaye, on a un cycle mixte qui est annoncé à 502 km en autonomie. Et en cycle urbain, on peut monter jusqu'à 619 km d'autonomie selon le constructeur français. Alors bon, on va vérifier ça sur la partie de l'essai routier, car vous le savez, je vous le dis à chaque fois, les autonomies annoncées en mixte par les constructeurs sur des véhicules 100% électriques, d'ailleurs c'est un petit peu pareil sur les versions thermiques, sont un petit peu loin de la réalité. Toit noir et becquet également en noir brillant sur cette finition GT, avec des inserts sur les extrémités de la lunette arrière, eux aussi en noir brillant. Il intègre le troisième feu stop. On a un arrière très vertical, on le voit surtout quand on se place de côté, on dirait presque un mur, mais je trouve que ça lui va assez bien. On se plaignait souvent sur les anciennes générations de ce côté un petit peu trop rond, surtout sur la première génération. Bon là ils ont vraiment cassé les codes avec ce large bandeau noir et le monogramme Peugeot, des feux arrière à LED avec les 3 griffes en 3 dimensions, et puis on retrouve du gris météore juste ici sur le socle du haillon, et un diffuseur arrière en noir brillant assez massif, et vous pouvez pour 800 € opter pour un dispositif d'attelage démontable sans outil avec un système anti-lacet de la remorque, et vous pourrez tracter jusqu'à 1 tonne. On ne peut pas dire le contraire, le dessin, la forme, les éléments de design, l'esthétique de cette voiture sont assez réussis. Ouverture et fermeture du haillon électrique, bien sûr, à ce niveau de gamme, c'est de série. 259 litres d'espace dans le coffre lorsque vous êtes en configuration 7 places. Là, je suis en configuration 5 places. Donc c'est 748 litres d'espace. Et puis sous le plancher du coffre, on a un rangement supplémentaire qui est assez considérable, puisque ça descend d'au moins 20-25 cm. Et si vous baissez la deuxième rangée de sièges et la troisième, là vous aurez 1815 litres d'espace, ce qui est assez considérable pour un véhicule 7 places 100% électrique. Seul petit bémol bien sûr, c'est la hauteur de ce seuil par rapport à la hauteur du plancher. Lorsque vous enlevez cette banquette, on aura la sensation à chaque fois de se faire déranger par la hauteur de ce seuil. Donc c'est seul petit bémol. On a un éclairage juste ici sur la gauche. On a aussi une prise 12 volts qui est située sur la droite. Et pour baisser la banquette et les sièges, c'est
relativement simple. Au niveau de ses dimensions, longueur 4,79 m, largeur 1,89 m en rétroviseur et hauteur 1,69 m. Et sur son poids, avec plus de 500 kg de batterie, hein, quelle que soit la motorisation que vous choisirez, au passage, hein, que vous preniez le 73 kWh ou la version 96,9 kWh grande autonomie, eh ben, vous allez dépasser les 2 tonnes 2, puisque là, dans la version que je vous présente, il fait 2293 kg en ordre de marche sur la balance. Ça commence à faire pas mal. Sur cette nouvelle génération du 5008, il faut savoir que vous avez pas moins de 5 motorisations proposées. Hein. Une PHEV, hybride rechargeable, 195 chevaux. Une HEV que je vous avais déjà présentée, de 136 chevaux, donc c'est hybride auto rechargeable. Et puis 3 motorisations électriques, grâce à cette plateforme STLA Medium, où on a une motorisation de 325 chevaux à transmission intégrale qui arrive bientôt, la grande autonomie qui fait 230 chevaux, et le modèle que je vous présente dans cette vidéo, 210 chevaux, 345 Nm de couple, avec un moteur synchrone à aimant permanent, moteur électrique, bien évidemment, sur cette version i5008. Transmission aux roues avant via une boîte automatique monorapport avec réducteur, et puis des performances qui sont plutôt honorables. 170 km en vitesse de pointe, 9,7 secondes de 0 à 100 km/h, et les reprises de 80 à 120 km/h en 6,1 secondes. Consommation mixte annoncée par Peugeot, 18 kWh au 100 km, et consommation en ville, en zone urbaine, 14,7 kWh au 100 km, mais ça je vais vérifier sur la partie de l'essai routier. Tarif de base sur cette nouvelle génération, et surtout 100% électrique du Peugeot 5008, c'est 46 990 €, et la version que je vous présente dans cette vidéo, là c'est environ 53 000 €. Alors il n'y a pas de malus écologique, hein, pour l'instant sur ces SUV 7 places 100% électrique. En revanche, vous pourrez opter sur la version Allure. Donc la finition Allure, c'est la finition en dessous de celle que je vous présente. Là, vous pourrez avoir, en fonction de votre revenu fiscal de référence, un bonus écologique qui varie de 2 000 à 4 000 €. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. Alors, pas mal de places. On a une banquette avec 3 places distinctes. Sellerie en cuir avec un matelassage qui est assez joli, du cuir perforé, des surpiqûres qui sont contrastées. Ça ajoute clairement beaucoup d'exclusivité, je trouve, à l'intérieur de cette nouvelle génération du 5008. L'assise est bonne au niveau du rembourrage qu'il y a sur les flancs, même si je trouve que cette partie est selon moi un petit peu trop bombée. C'est un peu moins le cas quand on est assis sur la place centrale. Et le dossier est là aussi assez accueillant. Au niveau de la garde au toit, moi je fais 1,88 m, vous pouvez le constater, j'ai la tête qui frôle le ciel de pavillon, qui est de couleur noire. On a sur notre modèle le toit ouvrant panoramique qui est facturé 1 250 €, qui apporte un puits de lumière considérable. Je vous le conseille parce que c'est vrai que l'intérieur est assez sombre. Même si on retrouve le tissu gris chiné de couleur claire, le reste de l'habitacle est complètement en gris anthracite ou sinon en noir sur notre modèle. Bus d'aération qui sont orientables avec réglage de la climatisation et du chauffage. On a une prise 12 volts, 2 prises USB-C, un petit rangement juste ici, un plancher complètement plat. Ça, c'est un bon point car quand vous êtes assis au centre, ça vous permet de vous asseoir confortablement. Et on a aussi les sièges arrière qui sont chauffants. Alors, ils sont chauffants à droite et à gauche, hein. C'est pas le cas au centre. Des filets de maintien sont présents juste ici. Autre point important, c'est pour accéder aux places arrière, il faudra tirer cette commande juste ici et le siège va s'avancer. Ensuite, vous pourrez accéder aux 2 places arrière. Alors les 2 places arrière, elles ne sont pas faites pour des adultes, hein, ce sera pour des enfants. Et sinon, ça va être maximum pour des personnes qui vont mesurer 1,50 m. Au-delà, ce sera un petit peu trop restreint, notamment au niveau des jambes. Vous avez encore la possibilité d'avancer cette banquette de la 2e rangée. On a des porte-gobelets sur les places arrière. Vous avez aussi ces petits éclairages. Ça, c'est plutôt pas mal, ces petites liseuses. On va dire que ça peut être vraiment bien pour des enfants qui ont moins de 10 ans, ces 2 places arrière. En revanche, pour des adultes, passez votre chemin. Pour remettre le siège, la cinématique est assez simple. Ça, c'est un bon point. Sur les contre-portes, on retrouve ces alcôves. Alors là, vous pouvez pas le voir, mais elles sont illuminées en bleu. Ce tissu gris chiné, des inserts en aluminium. Là, on retrouve du simili-cuir. Bas des contre-portes en plastique assez dur. Mais on peut pas dire le contraire, le design est assez sympa. Vous avez aussi ces stores latéraux qui s'installent d'une manière assez simple. Ça, c'est plutôt bien parce que souvent, sur beaucoup de SUV 5 ou 7 places, hein, d'ailleurs, vous avez des attaches qui sont à droite et à gauche et au centre. Et souvent, c'est pas très simple de les installer, notamment pour des enfants. Mais là, en fait, vous avez qu'une encoche, donc ça ira plus vite pour les mettre en œuvre. Même constat sur les contre-portes à l'avant, on retrouve ces alcôves, ce tissu gris chiné, et puis le simili-cuir avec les inserts décoratifs. Seuil de porte en inox avec le monogramme Peugeot, le pédalier en aluminium, système audio de série 6 haut-parleurs. Les sièges de série sont chauffants avec un réglage manuel. Vous pouvez avoir le réglage électrique certifié AGR. Ils peuvent être chauffants et massants, comme c'est le cas
sur notre modèle. Au niveau du confort, là, ils ont réussi leur coup. C'est vrai qu'on retrouve des sièges dans lesquels on pourra facilement se dire qu'on enchaîne 1000 km d'une traite. Il faudra quand même se recharger sur une borne de recharge adaptée. Les sièges sont en apparence assez sportifs, avec des flancs très marqués, mais à l'utilisation, on se rend vite compte qu'ils sont axés vers le grand tourisme, vers le confort. Et on peut facilement trouver la bonne position, d'autant plus avec ce réglage électrique. Mais le moelleux du siège, le maintien au niveau du bas du dos sont ultra bien paramétrés et calibrés. Et donc du coup, rapidement, on se dit qu'enchaîner les kilomètres à l'avant, ça va vraiment pas être un souci. On a un combiné d'instrumentation qui est inclus dans le iCockpit panoramique avec écran incurvé et flottant. L'ensemble de l'écran incurvé, il fait 21 pouces de taille. Ça prend vraiment toute votre vision et c'est plutôt pas mal au final. Je ne m'attendais pas à avoir une facilité dans la lisibilité de cet écran, aussi bien sur l'instrumentation que sur l'infodivertissement, aussi simple. On a le volant GT en cuir à 2 branches multifonction qui est chauffant. Alors le volant, il ne cache plus le bloc d'instrumentation. Ça aussi, c'est une bonne chose. Sauf peut-être un tout petit peu, ça vous cache le bas de l'écran, mais il suffit de relever un peu la tête, mais c'est beaucoup moins dérangeant que sur l'ancienne génération. À droite, vous aurez accès à vos multimédias, le volume du système audio, la commande vocale, la navigation dans l'écran d'instrumentation, et à gauche, les aides à la conduite. Et derrière le volant, vous avez des palettes pour régler la récupération d'énergie. Je reviendrai là-dessus sur la partie des routiers. Beaucoup d'aides à la conduite de série, freinage d'urgence automatique avec alerte de risque de collision, qui est piloté par caméra et radar, grâce à la caméra qui est en haut du pare-brise. On a le régulateur de vitesse adaptatif avec la fonction stop and go et l'alerte d'attention du conducteur. Et vous pourrez pour 1 300 € opter pour le pack 360 Vision et Drive Assist Plus. Et là, vous aurez l'aide au stationnement 360 degrés, le Drive Assist Plus 2.0, en fait c'est la conduite semi-autonome, l'aide au maintien et changement de voie semi-automatique et l'alerte de trafic arrière transversal et la détection des angles morts. Planche de bord qui est en plastique moussé avec du tissu Rimini chiné et on a les alcôves qui sont en graphène. Écran d'infodivertissement qui est intégré dans ce iCockpit panoramique avec toujours cet écran incurvé et flottant, avec la navigation 3D qui est connectée, le planificateur de trajet intelligent. On a aussi Android Auto et Apple CarPlay qui sont de série. Le bouton Start and Stop qui est juste sur la gauche, à côté du levier de vitesse du véhicule, qui n'est pas sur la console centrale. Et ça, c'est plutôt pas mal, notamment très pratique dans les manœuvres. On a les aérateurs au centre et juste en dessous des bus d'aération, on a ce qu'ils appellent le iToggles virtuel. Donc, c'est 10 raccourcis personnalisables en dessous de ces aérateurs. Et la climatisation, c'est une trizone pour votre info. Ensuite, on a une longue ligne de commandes pour le réglage tactile de la climatisation, les modes de conduite, les warnings et aussi la molette du volume du système audio. On a un bac de rangement très profond avec une prise 12 volts, 2 prises USB-C et 2 portes gobelets. Et enfin, un accoudoir central avec un rangement plutôt conséquent. Passons maintenant à l'essai routier. La première chose qui marque, c'est la qualité de l'insonorisation. Alors que vous soyez en ville, mais surtout sur autoroute, il n'y a pas de bruit d'air, pas de bruit aérodynamique dérangeant lorsqu'on roule à 130 km/h ou même à plus. Là, je suis à 105 km/h. Honnêtement, c'est hyper agréable. On n'a pas besoin de hausser la voix. Il y a des isolants phoniques qui ont été installés dans le véhicule. Alors vous le savez, on est beaucoup plus attentif lorsqu'on n'entend pas le bruit du moteur dans un véhicule, et ça les constructeurs de véhicules électriques le savent, et celui-ci déroge pas à la règle et il le fait même très bien. Donc, ce sera agréable pour le conducteur mais aussi et surtout pour ses passagers. Au niveau de la suspension, un schéma assez classique mais différent des versions hybrides. Alors sur cette version 100% électrique, à l'avant on a des suspensions de type McPherson et à l'arrière un essieu multibras, alors que sur la version hybride 136 chevaux que j'avais déjà essayé, on avait une traverse déformable, et il y a une différence en termes de confort. Je m'étais plaint dans mon essai de l'hybride 136 chevaux d'une qualité d'amortissement qui n'était pas à la hauteur de ce que j'avais pu connaître sur les anciennes générations. C'était pas mauvais, mais selon moi un petit peu moins bien. Et là, on sent que pour gérer la masse beaucoup plus importante, il y a plus de 600 kg de différence entre les versions hybrides 136 chevaux et celles que je vous présente dans cette vidéo, qui frôlent les 2,3 tonnes quand même. Et avec cet essieu multibras, on a quand même une progressivité dans l'absorption des chocs, des secousses lorsqu'on attaque un dos d'âne qui est plus appréciable, je trouve, que sur les versions avec la traverse déformable. Alors pour autant, on n'a pas de suspension pilotée et il est vrai qu'on ressent le poids quand on commence par exemple à arriver dans un nid de poule à 70 km/h, un léger nid de poule. Bon, on ressent quand même le poids du véhicule, les 2,3 tonnes se font ressentir, mais le poids est assez bien maîtrisé
puisqu'il est bien réparti dans le plancher du véhicule, puisqu'on a les batteries qui sont dans le plancher du véhicule. Donc on a pour une voiture de ce gabarit et de ce poids, un dynamisme qui est plutôt bon. Donc, sur la suspension, ferme, mais plutôt confortable. Sur la direction, alors la direction, on a un petit volant, ça c'est agréable, on a une bonne sensation de maîtrise du véhicule. 11,2 mètres de diamètre de braquage, assez correct, on est proche du diamètre de braquage de citadine. Souvent sur les citadines, on a 10,7, 10,8, 10,9 mètres en diamètre de braquage. Donc pratique pour un véhicule qui frôle quand même les 4,80 m en longueur, 1,89 m en largeur. Donc c'est bien d'avoir un diamètre de braquage restreint pour manœuvrer plus facilement dans les espaces étroits et surtout dans les parkings. Autre point, les modes de conduite. Alors les modes de conduite, vous en aurez trois avec un petit sélecteur de mode juste ici, le Drive Mode. Donc vous avez Sport, Normal et Eco. J'ai conduit en normal la plupart du temps, j'ai essayé le mode Eco et le mode Sport. Le mode Sport, ce qu'il vous apporte, c'est surtout une meilleure réactivité sur la pédale d'accélérateur, mais ça ne transcende pas non plus le véhicule. On n'est pas sur des performances complètement folles, surtout avec cette petite motorisation, qui est selon moi pas forcément la plus pertinente. En prix, oui, mais si vous souhaitez vraiment beaucoup rouler, à mon avis, celle qui sera bien, c'est la grande autonomie. Parce que là, 668 km en cycle mixte, vous pouvez parier sur une autonomie réelle aux environs des 500 km sans trop de soucis, ça commence à devenir intéressant. Alors sur les consommations que j'ai réalisées avec cette version d'entrée de gamme et cette batterie de 73 kWh. Sur autoroute, vous ferez entre 270 et allez, maximum 300 km, ce qui est plutôt pas mal. En cycle mixte, je pense que vous ferez dans les 400 km d'autonomie, entre 380 et 420 km d'autonomie. En ville, vous pourrez dépasser les 500 km si vraiment vous jouez le jeu de l'éco-conduite pour le coup. Et là, je parle de cette motorisation d'entrée de gamme. Après, avec la motorisation grande autonomie, vous ferez davantage de distance, forcément. Donc, pour un véhicule familial, j'ai envie de vous dire, ça suffit amplement. Quand on est sur autoroute, on fait rarement plus de 300, 400 km d'une seule traite, surtout quand on a un véhicule familial avec ses enfants à l'intérieur pour partir en vacances. Donc c'est plutôt correct. C'est vrai que le seul petit bémol, moi j'aurais préféré avoir une puissance de recharge plus élevée. Là c'est 160 kW. Il est vrai qu'avec un 250 kW, ils auraient marqué des points par rapport à la concurrence. Et ça lui aurait permis, là pour le coup, de pallier l'absence sur cette nouvelle génération du 5008 de motorisation diesel. Et ça aurait pu peut-être plaire. Là avec 160 kW, il faut quand même prévoir une bonne trentaine de minutes pour passer de 20 à 80% de charge de la batterie. Il faut quand même le prendre en considération si on souhaite faire beaucoup de kilomètres avec un Peugeot i5008. Pour aussi jouer le jeu de l'éco-conduite, on a des palettes derrière le volant avec 3 niveaux de récupération du freinage. Donc là, je suis sur le niveau le moins élevé. Donc lorsque je lève le pied de l'accélérateur, la vitesse se maintient. Après, si je passe sur le niveau le plus élevé, on n'est pas sur du one pédale, mais on sent que le véhicule passe de 80 à 60, comme si on appliquait un léger freinage en plus de lever le pied à la pédale d'accélérateur. Donc là aussi, ça peut jouer sur l'augmentation de votre autonomie par rapport à un mode où n'activez quasi pas la régénération d'énergie. Le principe, il est simple. En fait, ça récupère lors des phases de freinage avec l'énergie cinétique de l'énergie pour alimenter les batteries du moteur électrique. C'est aussi simple que ça, et ça, on le retrouve sur la quasi-totalité des véhicules 100% électriques commercialisés en France en 2025. Sur l'efficacité du système de freinage, moi ce que j'ai noté, ça manque un peu de mordant. Sur la version 136 chevaux, j'avais trouvé au contraire que le freinage était assez agressif, il y avait une bonne sensibilité sur la pédale de frein, et là forcément vous avez 2,3 tonnes sur la balance, le freinage il manque un peu de mordant. Il est efficace pour autant, ne vous inquiétez pas. J'avais préféré le feeling sur la pédale de frein de la version hybride 136 chevaux. Une chose aussi, je vous ai parlé du pass Ulysse électrique, il y a aussi le pass Ulysse télépéage. Donc plus besoin de vous arrêter à la guérite d'un télépéage, vous arrivez, vous passez à 20 km/h, ça détecte votre badge que vous positionnez sur le haut du pare-brise et là vous pourrez passer sans faire la queue, et ça c'est super pratique quand on part en vacances, par exemple avec ses enfants, je vous assure que ça peut s'avérer vraiment pertinent. Ce pass, il est disponible pour 2 € par mois et vous payez seulement les mois où vous l'utilisez. Si par exemple pendant 2 mois vous n'utilisez pas ce pass télépéage, vous ne payez pas les 2 € par mois. Ça c'est pas mal. Il est valable sur toutes les autoroutes de France et il est expédié chez vous en 48 heures. Et surtout, avec l'application Ulysse, vous pouvez suivre vos consommations, récupérer vos factures et surtout, vous pourrez payer dans les parkings. Il y a beaucoup de parkings, dans les grandes villes notamment, qui acceptent ce type de pass. Donc si ça vous intéresse, je vous ai mis un lien en description de la vidéo.
tout comme le pass Ulysse Télépéage. Donc cliquez sur le lien en description de cette vidéo pour profiter de cette offre. Je sais que vous êtes nombreux à m'envoyer des messages très positifs sur les vidéos qu'on tourne grâce à Ulysse. C'est grâce à eux qu'on peut faire cette vidéo, donc merci à eux. Je fais en sorte de vous mettre en avant des produits et services qui sont pertinents pour votre utilisation en tant qu'automobiliste. Sur les performances, c'est pas un foudre de guerre, 9,7 secondes de 0 à 100 km/h. Les reprises 80-120, 6,1 secondes, c'est correct. Sans plus. Après, ce sont des voitures à utilisation familiale, donc forcément, vous n'allez pas vouloir vous faire des courses au feu rouge à chaque fois que ça passe au vert. Mais pour autant, ça peut être agréable d'avoir une ressource de puissance suffisante pour, par exemple, doubler un véhicule qui est juste devant nous et qui roule un peu plus lentement. Mais en tout cas, il fera le travail. Voilà, 170 km en vitesse de pointe. De toute façon, vous le savez comme moi, en France, c'est compliqué de rouler vite. Donc, pour une utilisation et une philosophie, une approche familiale de son véhicule, je pense qu'on pourra faire largement le travail. Donc, un essai routier assez positif dans l'ensemble. Moi, j'ai apprécié l'essieu multibras sur la suspension, l'insonorisation qui est bonne, l'autonomie qui est suffisante et correcte, même si il faut opter selon moi pour la version grande autonomie. Des aides à la conduite qui ne sont pas trop intrusives, sauf peut-être l'alerte de survitesse, mais ça vous pouvez la déconnecter directement dans l'écran d'infodivertissement. Une lisibilité de l'affichage sur les écrans qui est très bonne. Position de conduite, confort des sièges, là aussi très bon. J'ai du mal à lui trouver des défauts sur la partie de l'essai routier, si ce n'est, il faut le reconnaître, un manque de mordant sur les phases de freinage appuyé, un poids très important qui se fait ressentir dans le sinueux. Bien sûr, il faut cravacher le véhicule pour le ressentir, mais ça se fait quand même ressentir. Et puis peut-être un manque de puissance sur ce moteur d'entrée de gamme dès qu'on va commencer à attaquer des cols de montagne, par exemple. Voilà, il n'est pas exempt de défauts, mais il arrive avec une proposition pertinente sur le marché des SUV 100% électriques qui propose cette place. Est-ce que ça va lui suffire pour s'imposer dans ce segment? Et surtout, est-ce qu'il va plaire et représenter une alternative intelligente pour les propriétaires qui jusqu'à maintenant avaient soit des moteurs essence ou même des moteurs diesel? Je vais répondre à toutes ces questions d'ici quelques instants. Il faut maintenant conclure l'essai de ce nouveau Peugeot i5008, le premier 5008 100% électrique de l'histoire du constructeur français. Pas mal de défauts, figurez-vous. Eh oui, j'aime bien trouver les défauts en voiture que j'essaye. Alors déjà, le poids. En ordre de marche, on est au-delà des 2 tonnes 2. Forcément, vous avez plus de 500 kg de batterie, quelles que soient les versions sur cette version 100% électrique. Pas d'amortissement piloté, dommage. Également, abandon du diesel. Pour les gros rouleurs, il n'y aura plus trop de choix possibles pour des personnes qui ont l'habitude de faire 40, 50 000, 60 000 km par an ou même plus. C'est vrai que ça existait sur les anciennes générations. Là, avec cette nouvelle plateforme STLA Medium, vous avez de l'hybride auto-rechargeable, de l'hybride rechargeable, du 100% électrique, mais plus de diesel, malheureusement. Les performances sont en retrait par rapport à ses concurrents, je vais y revenir d'ici quelques instants. Les 2 places de la 3e rangée sont quasi inutilisables pour des personnes adultes, ce sera surtout pour des enfants. Et on a une hauteur de seuil du coffre qui est un petit peu trop importante, surtout lorsqu'on enlève le plancher du coffre et on essaye d'y poser par exemple un carton. Ça va être un peu compliqué pour des personnes qui font moins de 1,80 m. Donc l'accessibilité est un petit peu complexe. Heureusement, je vous rassure, beaucoup de qualité. Bon, déjà le design, intérieur et extérieur, ça on ne peut pas dire le contraire. Peugeot a super bien bossé, car aussi bien la face avant, l'arrière, la partie latérale sont réussis. Et puis ça continue aussi dans l'habitacle avec ce high cockpit, ces alcôves qui sont rétroéclairées, ce tissu gris chiné de couleur claire, les sièges en cuir. On a une voiture assez cossue et un confort aussi des sièges qui est ultra appréciable, surtout à l'avant, où là, clairement, à l'avant, il est quasi sans défaut. Tout est facile d'accès, y compris la 3e rangée. Ça, ce sera très pratique pour, par exemple, mettre vos enfants en bas âge. Vous n'allez pas galérer avec la cinématique des sièges. Je trouve que l'autonomie, elle est satisfaisante, même si, à titre personnel, j'aurais opté pour la version grande autonomie de 230 chevaux, qui a en cycle mixte une autonomie annoncée par Peugeot à 668 km. Donc c'est un petit peu moins anxiogène. En parlant du côté anxiogène, on a un très bon planificateur d'itinéraire. Et enfin, point très important, son tarif. Il est super
compétitif par rapport à ses concurrents. Et je vais y revenir dans quelques instants. Alors, est-ce que c'est pertinent en 2025 d'acquérir un SUV 7 places 100% électrique comme celui-ci? Alors, premier critère, le design. Ses concurrents, ils sont pas très nombreux, puisqu'en SUV 7 places 100% électrique, en gros, vous avez le Volvo EX90 et le Kia EV9 et le Mercedes EQB, qui est un de ses concurrents. Mais en termes de design, on va dire que ce Peugeot 5008, il va être dans le trio de tête. Parce que le Kia EV9, moi je le trouve un petit peu trop pâteau visuellement, même si les lignes sont assez réussies. Et le Volvo EX90, vous allez voir en termes de tarifs, on est clairement dans une autre catégorie. Mais des SUV 7 places 100% électriques, en fait, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc moi je le mets dans le trio de tête. Peut-être pas la première place, parce que le Volvo EX90, visuellement, ça envoie du lourd. Mais à la deuxième place, sans aucun problème. Il y a aussi, bien sûr, derrière les modèles que je viens de citer, vous avez le Mercedes EQS SUV, mais alors là, par rapport à l'EQB, les tarifs s'envolent. Et puis on a aussi, bien sûr, le Tesla Model X. Mais autant le Tesla Model X, j'aime beaucoup tout l'aspect électronique, technologie dans l'habitacle, mais autant sur le design, on repassera. Deuxième critère que j'ai pris, c'est performance. 210 chevaux, mais il est aussi dispo en 230 et 325 chevaux. C'est plus que le Mercedes EQB, qui est dispo en 190, mais aussi en 228 chevaux, que le Kia EV9, 204 chevaux, qui est aussi disponible en 385 chevaux, mais c'est moins que le Volvo EX90, bien sûr, qui a des puissances qui vont de 279 à 408 chevaux, et que le Mercedes EQS SUV, qui fait 360 chevaux, mais qui est aussi dispo en 544 chevaux, et que le Tesla Model X. Troisième critère, son prix, à partir de 46 990 € hors bonus écologique. C'est beaucoup moins que tous ses concurrents. Si je prends le EV9, il est disponible à partir de 73 000 €, le Volvo X90, 89 500 €, Tesla Model X, 119 190 € en 7 places, et le Mercedes EQS SUV, c'est 150 300 €. Autre critère, l'autonomie, 502 km, mais il peut monter jusqu'à 668 km en grande autonomie. C'est plus que tous ses concurrents, que le Kia EV9, que le Volvo EX90, que le Tesla Model X et que le Mercedes EQS SUV qui fait 653 km. Donc là, je parle bien de la version grande autonomie. J'ai pris les autonomies les plus élevées chez ses concurrents. Donc le i5008, il affiche à 55 990 € en finition GT et grande autonomie. Ça reste le SUV 100% électrique 7 places avec la plus grande autonomie du marché et surtout ça reste le moins cher de son marché. Puissance de charge, là en revanche il est en retrait en 160 kW quand les autres font entre 205 kW sur le Volvo X90, 210 kW sur le EV9 et le Mercedes EQS SUV et 250 kW sur le Tesla Model X. Donc dans le segment des SUV 7 places 100% électrique, cette nouvelle génération, surtout dans la version grande autonomie, ça reste le 7 places le moins cher du marché avec la plus grande autonomie. Aujourd'hui, vous le savez, en 2025, il y a une augmentation des prix dans tous les secteurs d'activité et qu'un des critères qui compte le plus pour les Français et les familles françaises, c'est bien sûr le tarif. Et il en offre quand même beaucoup pour son prix. Tant sur l'autonomie, la modularité, l'habitabilité, le confort, des sièges arrière, mais surtout des sièges à l'avant. On a aussi un design qui est au goût du jour, aussi bien sur l'extérieur que dans son habitacle. On peut le dire, peut-être un futur best-seller, en tout cas dans ce segment assez confidentiel des SUV 7 places 100% électriques. J'ai pas peur de le dire. Il est en retrait sur 2 points. Les performances et le confort des suspensions. Je ne dis pas qu'il n'est pas confortable, moi il ne m'a pas choqué du tout, c'est juste qu'il n'y a pas de suspension pilotée et le niveau d'amortissement de ses concurrents est un peu au-dessus car ils ont soit des suspensions pilotées, soit des suspensions pneumatiques et c'est vrai que ça ajoute un supplément d'agrément qui est plutôt significatif. Les seuls qui ne vont pas peut-être trouver leur bonheur, c'est ceux qui avaient des versions diesel et qui avaient l'habitude d'enchaîner des 800 km avec une petite pause. Là, c'est sûr qu'avec une version 100% électrique, vous allez devoir vous arrêter un petit peu plus longtemps. Il faudra opter pour la version grande autonomie sur cette nouvelle génération, selon moi. C'est vraiment la meilleure des versions. Faites attention à votre utilisation quand même, car le 100% électrique, c'est différent du thermique et surtout très différent du diesel. Donc avant de signer le chèque, prenez en compte les autonomies et consommations que je vous ai données sur la route, l'autoroute et en cycle urbain, parce que ça va déterminer la possibilité d'acquérir ce genre de véhicule ou pas. Mais en tout cas, j'ai été assez bluffé par le package d'ensemble
de cette nouvelle génération. Je m'attendais pas à lui trouver autant de qualité. Bon, il a quand même pas mal de défauts, vous avez vu, hein. Les amis sur YouTube, abonnez-vous, activez la cloche de notification, mettez-moi un pouce bleu, ça m'aide énormément dans mes essais. S'il vous plaît, merci à tous ceux qui ont joué le jeu dans les semaines précédentes, c'est vraiment super sympa. Et merci à tous ceux qui vont le faire pour cette vidéo. Un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Abonnez-vous à mes comptes Instagram et TikTok, Le Vendeur Automobile, je diffuse que du contenu exclusif. Puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!